C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Assimi Goïta a pris la parole ce mardi soir. Il a déclaré que la situation était sous contrôle au Mali. Il dénonce une tentative de déstabilisation du pays et appelle à la cohésion. Le président malien de la transition était réapparu après 4 jours d'absence. Une réapparition alors que les djihadistes du JNIM ont décrété un blocus total sur Bamako. La correspondance régionale à suivre. Cette nouvelle législation qui fait débat au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi la modification de 2 articles du Code électoral permettant la participation des personnes condamnées à de petites peines de justice aux élections. L'opposition dénonce une loi taillée sur mesure pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis Morad Zridi ne sera pas libéré. La justice tunisienne a de nouveau refusé la remise en liberté provisoire du journaliste franco-tunisien. Un autre confrère est concerné par cette décision. Les détails dans ce journal. Après 4 jours d'absence, Assimi Goïta réapparaît. L'homme fort du Mali a été vu au chevet des blessés à Kati, l'une des villes garnisons ciblées par les djihadistes samedi. Des photos où il apparaît en compagnie de l'ambassadeur de Russie à Bamako ont également été publiées sur les réseaux sociaux par la présidence. Et ce mardi soir, il a pris la parole sur la télévision publique malienne. Il y a affirmé que la situation était sous contrôle. Écoutez. Le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Cette réapparition d'Assimi Goïta après plusieurs jours d'absence intervient alors que les djihadistes du JNIM ont décrété un blocus total sur Bamako. La correspondance régionale de Serge Daniel. C'est probablement un tournant. Ça va dépendre de comment le pouvoir en place va pouvoir réagir, puisque dans leur communiqué, les djihadistes parlent de bloquer, cette fois-ci, tous les axes routiers qui mènent vers la capitale. Un blocus sur le carburant, mais également sur les vivres. Donc ça pourrait bien être un tournant, parce que là, vous savez que le gouvernement sera obligé de se battre sur plusieurs fronts. Vous avez les rebelles au nord, les djihadistes au sud, et dans leur communiqué, ils explique que non seulement ça va être un blocus sur les vivres, mais sur le carburant, mais également sur le déplacement des personnes, des véhicules. Donc on va voir comment le gouvernement va pouvoir faire face à cela. Alors parmi les autres informations de la journée, c'est le général Assimi Goïta, je le disais, qui est réapparu pour la première fois depuis le début des événements samedi. Reprend-il vraiment la main ou est-il politiquement affaibli ? Je dirais qu'il tente plutôt de reprendre la main. Et c'est pas facile de reprendre la main comme ça après avoir disparu pendant 4 jours. C'est quand même un général, un chef suprême des armées qu'on n'a pas vu, qui n'était pas sur le front, qui n'a pas été voir ses soldats. Ça a été une couleuvre difficile à avaler pour ces gens-là. Il était comparé à un homme seul. Est-ce qu'il avait des problèmes de sécurité? Pourquoi il a disparu? Ça pose un problème. Ensuite, il a perdu Kidal entre-temps. C'était l'œuvre de sa vie, il le disait à l'époque. Il y a 2 ans, il récupérait Kidal des mains des rebelles avec l'appui des mercenaires russes. Et 2 ans après, les mercenaires russes trahissent les soldats maliens puisqu'ils ont négocié leur départ des lieux avec les rebelles. Donc, c'est quand même une situation difficile, je le disais tout à l'heure. Il a désormais les rebelles au nord, donc le pays est coupé, et puis au sud, il a les djihadistes. Donc, on va voir comment il va pouvoir manœuvrer. Ce n'est pas du tout, à mon avis, évident. Alors sur le terrain, Kidal est totalement contrôlé par les rebelles. Non seulement ils contrôlent Kidal, mais ils contrôlent 2 autres localités de la même région, par exemple. Et ils sont en train d'administrer. Ils ont mis leur drapeau partout. Ils vont décréter leurs lois. Ils ont annoncé qu'il y aura
publiquement des informations qu'ils vont donner bientôt. Ensuite, vous avez Ménaka, et ça c'est la nouveauté du jour, c'est que Ménaka c'est toujours au nord, mais cette fois-ci c'est l'État islamique, c'est-à-dire le deuxième groupe djihadiste du nord du Mali, qui a tenté de prendre le contrôle de la ville aujourd'hui. Donc ça pose un autre problème de sécurité. À Gao, la principale ville du nord du Mali, c'était plutôt le calme, alors qu'au centre, on sent encore, du côté du fleuve, on sent encore les djihadistes à moto, des témoins les ont vus aujourd'hui, parader vers le fleuve. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi la modification de 2 articles du Code électoral permettant la participation de personnes condamnées à de petites peines de justice aux différentes élections. L'opposition dénonce une loi taillée sur mesure pour le Premier ministre Ousmane Sonko, dont l'éligibilité pour la présidentielle de 2029 est contestée par certains juristes. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Selon les députés du PASTEF, le parti au pouvoir, à l'initiative de ces propositions de loi, la modification de ces 2 articles ne favorise pas Ousmane Sonko. C'est plutôt, selon eux, pour permettre à ce qu'on ne puisse plus éliminer un candidat au Sénégal à une élection pour des raisons politiciennes. Un argument rejeté par les députés de l'opposition qui estiment que cette loi est taillée pour Ousmane Sonko afin de lui garantir une participation à la prochaine élection présidentielle en 2029. L'éligibilité d'Ousmane Sonko pour ce scrutin présidentiel a suscité un vif débat après sa condamnation définitive en 2025 dans une affaire de diffamation. Selon le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, qui représentait le gouvernement tout à l'heure, Ousmane Sonko a bien été réintégré sur les listes électorales. Maître Bamba Cissé, qui, il faudrait le rappeler, faisait partie des avocats d'Ousmane Sonko ces dernières années. L'opposition a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel pour attaquer la modification de ces 2 articles adoptés par les députés de la majorité. La justice tunisienne a de nouveau refusé mardi la remise en liberté provisoire de 2 chroniqueurs connus, dont l'ancien journaliste franco-tunisien de Canal+, Mourad Zridi. Il était jugé en appel dans un procès dénoncé par Reporters sans frontières comme un harcèlement judiciaire. Retour justement sur cette affaire avec Noémie Roche. J'assume. Des mots devenus le symbole de son combat. Emprisonné depuis près de 2 ans, Mourad Zeghidi les avait prononcés au tribunal, peu après son arrestation en mai 2024. Journaliste sportif pour Canal+, pendant 14 ans, il était intervenu plusieurs fois sur notre chaîne, comme ici en 2015. En 2014, il se réinstalle en Tunisie et délaisse peu à peu le sport pour la politique. Le 11 mai 2024, il est arrêté par la police. On lui reproche d'avoir critiqué des décisions du président Kais Saied à la radio et sur les réseaux sociaux. Il est condamné à 1 an de prison ferme sur la base de l'article 54 qui vise à réprimer et interdire la diffusion de fausses informations. En janvier dernier, Mourad Zeghidi est condamné à 3 ans de prison, cette fois pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Ses défenseurs dénoncent un procès politique. Ce fascisme rampant aujourd'hui veut tuer la liberté des médias, la liberté d'organisation et la liberté de protester, pour que le peuple tunisien ne trouve aucun moyen de défendre ses droits. La régression des droits et des libertés en Tunisie est régulièrement dénoncée par les ONG depuis le coup de force du président Saied en juillet 2021, par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs. En 5 ans, la Tunisie est passée de la 72e à la 129e place dans le classement mondial de la liberté de la presse. C'est une première en République démocratique du Congo. L'inspection générale des mines a annoncé dans un communiqué la création d'une garde minière. Son rôle, sécuriser les actifs miniers du pays. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. La garde minière comptera plus de 20 000 recrues d'ici 2028. Alors ces gardes sont présentés par l'inspection générale des mines comme des paramilitaires qui seront chargés de sécuriser les sites miniers et le transport des minerais à travers le pays. La première salve de recrutement se fera d'ici mai pour former un contingent qui se déploiera d'abord dans le Katanga, une province riche en cuivre et en cobalt. L'inspection générale des mines précise
puisque ce programme s'inscrit dans le cadre de partenariats stratégiques avec les Émirats arabes unis et les États-Unis. Alors Washington et Kinshasa ont signé en décembre un partenariat économique qui prévoit un accès préférentiel aux projets miniers pour les entreprises américaines et qui prévoit aussi de lutter contre l'insécurité dans le secteur minier. Lors du dernier Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi a sommé le gouvernement de lutter contre les sites d'exploitation minière illégaux dans certaines parties du pays pour que les finances publiques puissent tirer pleinement profit des ressources issues de l'exploitation minière au Congo. Et avant de se quitter, on part dans le sud-ouest du Nigeria pour parler tissu, le berceau de l'Aso-Oke, un tissu traditionnel yoruba, tissé à la main, qui connaît aujourd'hui un boom de popularité au Nigeria comme à l'international. Clémence Valère. Ces tisserands nigérians s'adonnent consciencieusement à leur création. Ils préparent de nouvelles étoffes de tissu Aso-Oke, un textile traditionnel de grands événements. Emblématique du peuple yoruba, on reconnaît le tissu à son épaisseur, ses couleurs vives unies ou multicolores et à sa fabrication artisanale. Pour ces tisseurs, pas question d'essayer l'automatisation, seule la méthode transmise à travers les générations est acceptable. Si tu utilises une machine pour tisser l'Aso-Oke, il ne sera jamais aussi beau que s'il était tissé à la main. Des gens ont déjà essayé et ça n'a pas marché. Dieu a voulu qu'il soit tissé à la main. Grâce aux réseaux sociaux et aux célébrités, l'Aso-Oke connaît un essor en popularité à travers le Nigeria et à l'international. Autrefois réservé aux élites nigérianes, on retrouve désormais le textile dans les ateliers de créateurs dans les grandes villes, décliné en tenue traditionnelle ou bien en création moderne. Cette hausse de demande est une aubaine pour les habitants d'Iséyine, ville berceau du tissu. Cela a créé des emplois pour les habitants de la communauté. Par exemple, des personnes qui traînaient auparavant dans les rues, beaucoup d'entre elles ont obtenu un travail. Nous leur avons appris à tisser ce tissu. Cependant, l'élan de popularité pour ce tissu a aussi soulevé des questions concernant l'appropriation culturelle. Si beaucoup de créateurs invitent au partage de leur culture, ils s'inquiètent d'un possible détournement du tissu. C'est le cas de l'Adiré, un autre tissu yoruba, qui est déjà confronté de son côté à la contrefaçon chinoise. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Elisa Amiri. Merci à nos correspondants. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.